Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du professeur Benboubkar Samira. Aujourd'hui, nous allons parler de la subrogation. Commençons sans tarder. Alors, la subrogation est un mécanisme du droit des obligations qui implique la substitution d'une personne par une autre, d'accord, ou une substitution d'une chose. Ensuite, donc cette substitution se fait soit dans un cadre légal, donc c'est des dispositions qui sont prévues dans le DOC qui fixent les cas en portant subrogation, ou la subrogation peut avoir une nature conventionnelle. Alors, en quoi consiste le mécanisme de la subrogation ? Vous avez un créancier qui va désintéresser un autre créancier. Le créancier qui va désintéresser, on l'appelle le créancier subrogé ou le solvens. Il va subroger un créancier qu'on appelle le créancier subrogeant. Que va-t-il faire ? Il va payer volontairement la dette d'un tiers, donc débiteur. En désintéressant le premier créancier, il va récupérer ses droits qu'il disposait sur le débiteur. Donc, cette opération n'a rien de libéral, donc c'est pas une libéralité. Il y a pour le créancier l'objectif de récupérer cette dette. Donc, il y a un transfert des accessoires de la créance avec le paiement. D'accord ? Donc, avec tous les droits que va récupérer le créancier subrogé auprès du créancier subrogeant en récupérant cet argent. En voulant récupérer, cet argent. Et donc, ça légitime son action contre le débiteur puisqu'il aura le droit de réclamer le paiement de la dette. On parle beaucoup de la subrogation dans les assurances. Effectivement, le mécanisme des assurances est fondé sur la subrogation. Et je vous invite à regarder les vidéos du cours de droit des assurances. Et puis sur le site internet, j'ai fait quelques fiches de révision sur le droit des assurances. La subrogation dans le droit des assurances s'opère de cette manière. Vous avez un auteur, par exemple d'un accident, et vous avez la victime. L'auteur et le débiteur, la victime et la créancière. L'assurance vient désintéresser la victime créancière. Donc, le créancier assureur est le subrogé. L'assurance donc va désintéresser la victime qui est la créancière subrogeante, et donc à ce moment-là, elle va récupérer les droits de la victime et va pouvoir agir contre le débiteur qui est l'auteur de l'accident. Alors, pour comprendre le mécanisme de la subrogation, rien de mieux qu'un schéma. Vous avez ici le créancier subrogé, c'est-à-dire celui qui va payer le créancier à la place du débiteur. Donc, à la base, il y avait un rapport originel entre le créancier subrogeant et le débiteur. Par exemple, si on reprend le cas de l'assurance, vous avez ici la victime et ici l'auteur qui doit indemniser, qui doit réparer le dommage subi par la victime qui est le créancier subrogeant. Donc, en désintéressant le créancier subrogeant à la place du débiteur, il récupère tous les droits qu'avait le créancier subrogeant contre le débiteur. Ils vont être récupérés par le créancier de substitution qui est le créancier subrogé et qui va pouvoir agir et revendiquer la créance. Et donc, le débiteur sera redevable auprès du créancier subrogé et non plus envers le créancier originel. Il faut savoir que la subrogation fait partie des mécanismes de transmission de l'obligation, mais avec la création d'une nouvelle obligation. Comme par exemple dans la cession de créance, c'était la même obligation qui circulait, il n'y avait pas de changement du rapport d'obligation. Là, avec la subrogation, on a la création
d'un nouveau rapport d'obligation. Et puis ici, ce rapport d'obligation, en quelque sorte, il disparaît, il est effacé, il est écarté au profit de ce nouveau rapport d'obligation. Dans la mesure où le débiteur ne doit plus se libérer auprès du créancier subrogant, puisqu'il a été désintéressé par le créancier subrogé, mais auprès du créancier subrogé qui a en quelque sorte payé à sa place, en attendant en quelque sorte. Il existe deux types de subrogation. Il y a la subrogation légale et la subrogation conventionnelle. On va commencer par la subrogation légale. L'article 214 du DOC a fixé 4 cas de subrogation légale. C'est une liste qui est limitative. C'était aussi le cas dans le Code civil français avant la réforme de l'ordonnance de 2016. On va voir que la réforme de 2016 a permis de retirer cette liste limitative des cas en portant subrogation légale. Mais pour nous, en droit marocain, la subrogation, elle est limitée. Subrogation légale est limitée à 4 cas. On va commencer par la subrogation d'un créancier, qui est le cas typique, où vous avez quelqu'un qui va désintéresser d'autres créanciers. Donc vous avez un créancier hypothécaire, gagiste ou nanti, ou un créancier chirographaire qui va rembourser un autre créancier qui aura une priorité plus élevée en raison de privilèges et d'hypothèques et de gages ou de nantissement, même si ce dernier est postérieur en date. Donc ici, vous avez le créancier qui va désintéresser un créancier qui a un rang plus élevé, qui a des privilèges plus élevés, d'accord ? À ce moment-là, il va être subrogé dans ses droits et il pourra agir avec les droits dont disposait le créancier qui l'a désintéressé et bien évidemment avec les sûretés qui étaient supérieures à ce qu'il avait lui. D'accord, ce qu'il a lui par rapport au rang des sûretés et des garanties. Et donc à ce moment-là, il est subrogé dans les droits de ce créancier qui avait un rang supérieur à lui, ou une priorité supérieure à lui. Ensuite, vous avez la subrogation dans le cadre d'un achat d'un bien immobilier. Et c'est le cas, par exemple, d'un acheteur qui va, avec le prix de vente, le prix d'achat de la maison, va désintéresser les créanciers qui détiennent une hypothèque. Donc à ce moment-là, il a également deux droits, ce recours subrogatoire. Ensuite, vous avez le cas de la subrogation d'un débiteur. Donc, on a parlé de créancier, mais le débiteur, il peut avoir ce statut de débiteur et puis ensuite va avoir un nouveau statut et devenir créancier. C'est notamment le cas dans l'obligation solidaire qu'on a vue précédemment. Vous avez des co-débiteurs. Dans une obligation solidaire, le créancier, il va pas diviser ses poursuites sur tous les co-débiteurs. Il va se fixer sur un débiteur qui va estimer être, par exemple, le plus solvable. Il va agir contre lui. Ce débiteur-là va le désintéresser. Et quand il va le désintéresser, il va récupérer les droits dont disposait ce créancier contre les autres co-débiteurs. Et à ce moment-là, ça emporte subrogation parce qu'il est subrogé dans les droits du créancier initial et ça va lui permettre de récupérer cet argent auprès des autres co-obligés. Ensuite, vous avez le cas de la subrogation dans le cadre de l'héritage. Donc si par exemple un héritier paye les dettes de la succession, il aura le droit de récupérer cet argent auprès des autres héritiers et donc il va récupérer les droits des créanciers qu'il a par exemple désintéressés pour agir contre les autres co-héritiers.
Donc là, on est dans la subrogation légale. C'était le cas également dans le Code civil avant la réforme de 2016. Aujourd'hui, le nouvel article 1346 du Code civil français donne une nouvelle définition et c'est plus une liste limitative. La subrogation, elle a lieu par le seul effet et de la loi au profit de celui qui, ayant un intérêt légitime, paye et libère par son paiement celui sur lequel doit peser la charge définitive de toute ou partie de la dette. Cet article est très intéressant dans la mesure où il retire cette liste limitative et c'est vrai que ça pourrait garantir plus de droits pour quelqu'un qui a désintéressé un créancier, qui aurait besoin de ce recours subrogatoire si ça n'était pas prévu, par exemple, dans un contrat. Et donc là, de droit, toute personne qui, en fait, avait un intérêt légitime à payer, à désintéresser et qui a libéré par son paiement une autre personne, d'accord, et la charge définitive ne doit pas reposer sur ce créancier-là, d'accord, puisqu'il n'était pas initialement, il n'était pas le débiteur. Et donc cette disposition est intéressante et ce serait bien d'avoir la même s'il y a réforme du droit des obligations au Maroc. Ensuite, vous avez la subrogation légale. Alors, la subrogation légale, donc on l'a vu, on va passer à la subrogation conventionnelle qui est régie par l'article 213 du DOC. Donc là, quand on est dans la subrogation conventionnelle, c'est un mécanisme à part parce que c'est le même mécanisme, mais c'est à part parce que il faut que les parties conviennent de la subrogation dans le contrat. Donc, il faut qu'il y ait cet effet d'antériorité avant que un créancier désintéresse un autre qu'il revendique qui est subrogation pour récupérer son argent auprès du débiteur. Non, postérieurement, ce n'est pas possible. Donc, c'est un créancier tiers qui va payer la dette d'un autre débiteur et il va pouvoir exercer les droits et actions du créancier à sa place, d'accord, pas sa place, il les a récupérés, d'accord, il l'a désintéressé et en même temps il récupère ses droits et donc il va agir contre le débiteur. Et donc là, à ce moment-là, il faut qu'il y ait vraiment cette volonté des parties de le prévoir bien avant qu'il ne tombe dans ce cas de figure. Donc, la subrogation ne peut pas être tacite, elle ne peut pas être présumée. Le juge ne peut pas arriver et dire oui, peut-être qu'il y a eu intention d'instituer la subrogation dans le cadre du contrat. Non, il faut que ce soit bien inscrit en amont dans le contrat. Ensuite, on a le cas particulier de la subrogation qui est consentie par le débiteur. Depuis tout à l'heure, on parle de subrogation, créancier subrogé, créancier subrogeant. Là, on va arriver dans un cas assez atypique où vous avez un débiteur qui va initier la subrogation. Donc, c'est le cas où un débiteur va essayer de solder sa dette avec la souscription d'un nouveau contrat de prêt, par exemple. Et donc, il va contracter un prêt pour désintéresser le premier créancier. Et à ce moment-là, il y aura subrogation dans les droits du prêteur, qui est le créancier initial. Donc, cette pratique, elle est courante dans ce qu'on appelle le rachat de crédit, parce qu'elle va permettre au prêteur, le second, de bénéficier des sûretés du premier prêt, d'accord ? Et ça offre aussi un avantage pour le débiteur qui, par exemple, a besoin d'étaler sur une plus longue période son prêt, peut-être alléger le montant de ses mensualités, faire baisser un taux d'intérêt. Donc, c'est le cas typique du rachat de crédit. Alors,
ici, donc, le schéma illustre très bien ce mécanisme. Il y a un premier contrat de prêt, ici, une première relation entre le créancier subrogant et le débiteur qui est l'emprunteur, d'accord? Donc, le nouveau créancier donne en quelque sorte les fonds au débiteur pour qu'il puisse désintéresser le prêteur initial. Donc en le désintéressant, il va récupérer les droits du prêteur pour les transférer au nouveau prêteur, au nouveau créancier. Donc c'est les cas de lorsque vous avez un rachat de crédit pour faire baisser un taux d'intérêt, pour étaler les mensualités. Donc ça va permettre de rembourser le premier prêteur avec les fonds qui sont accordés par le second et subroger ce dernier dans les droits du prêteur. Donc là aussi, on a ce cas qui est atypique, mais en même temps, quand on veut par exemple racheter son crédit, il faut quand même des conditions très strictes. D'accord ? Le législateur a fixé des conditions de validité de la subrogation qui sont quand même assez strictes. Vous avez déjà la première chose, il faut que l'acte d'emprunt et la quittance doivent être établis sous la forme d'un acte ayant une date certaine. Donc là aussi, ça veut dire qu'il faut que ce soit une obligation avec un terme fixe. L'acte d'emprunt également doit mentionner que la somme ou la chose a été prêtée pour effectuer le paiement. D'accord ? Ça veut dire que les fonds doivent bien être destinés au remboursement de la première dette et que la quittance doit indiquer que le paiement est effectué grâce aux fonds fournis par le nouveau créancier ou la chose fournie à cet effet. Et si le paiement est effectué par consignation, ces déclarations doivent figurer sur la quittance émise par le receveur des consignations. Donc en fait, il n'y a pas cette possibilité pour pouvoir bénéficier de cette subrogation, il faut vraiment que les premiers fonds soient destinés, à désintéresser le premier prêteur et ça doit être clairement établi. Et le débiteur doit expressément subroger le nouveau débiteur dans les garanties affectées à l'ancienne créance. Donc le débiteur, en désintéressant quand il va désintéresser le premier créancier, il va être subrogé dans ses droits et il va réaffecter ses droits dans le nouveau prêt. Quant aux effets de la subrogation, le législateur a repris les effets concernant la cession de créances. D'accord, donc c'est ce prévu à l'article 190, 93 jusqu'à 96 et l'article 203 du DOC. Donc c'est concernant par exemple que la cession de créance ne concerne que des choses qui sont valides. Ça veut dire que le premier rapport d'obligation doit être valide pour le cas de la subrogation. On ne peut pas faire une subrogation sur une créance qui a été payée et qui a par exemple un défaut. D'accord ? Donc tous les mécanismes, les effets quant à la cession de créance sont transposés dans la subrogation. Donc je vous invite à revoir la vidéo sur la cession de créance ou le cours qui est disponible sur internet. Alors aussi le cas particulier quant aux effets de la subrogation, et là on a un silence du DOC parce que quand on regarde les articles énumérés quant aux effets de la subrogation, on ne retrouve pas l'article sur l'opposabilité des exceptions. Est-ce qu'il y a opposabilité des exceptions ? Est-ce que le débiteur peut opposer les exceptions qu'il pouvait opposer au créancier subrogeant? Est-ce qu'il est en mesure de les opposer au créancier subrogé ? Silence. Donc là, silence du DOC. Donc c'est pour ça que je me suis rapprochée du Code civil français.
L'article 1346-5 du Code civil français dispose: le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance, mais ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. La subrogation est opposable au tiers dès le paiement. Donc là, il faut qu'il y ait une notification. Donc c'est pareil que pour la cession de créance. Donc ça c'est les mêmes effets que pour la cession de créance et transposé à la subrogation. Donc là, pas de souci. Par contre, le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution, la compensation de dette connexe. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dette connexe. Donc oui, au regard de la cession de créance, la possibilité, l'admission de l'opposabilité des exceptions, même si les articles sur l'opposabilité des exceptions ne sont pas énumérés quant aux effets de la subrogation, on peut légitimement penser que la subrogation permet au débiteur d'opposer les exceptions qu'il pouvait opposer au créancier subrogeant. Il aura la possibilité de les opposer au créancier subrogé, même si l'article n'existe pas dans le DOC. On le présume du fait qu'il y a un rattachement avec les effets, des effets de la subrogation qui sont calqués sur les effets de la cession de créance, même si c'est pas énuméré dans les articles sur les effets, mais on peut légitimement penser qu'il y a pas cession de créance, mais qu'il y a opposabilité des exceptions. Alors, je vais illustrer la subrogation. On a parlé de l'assurance. Maintenant, je vais vous parler de l'affacturage. Alors, vous avez un commerçant qui détient des factures, d'accord. Il va les envoyer au factor, d'accord, qui va être subrogé dans les droits donc de l'adhérent, d'accord, et qui va payer le commerçant après déduction de commission, d'accord. Donc le factor va désintéresser le commerçant. Donc ici vous avez le commerçant qui est le créancier subrogeant, ici le factor qui est le créancier subrogé, et qui va pouvoir agir contre les débiteurs du commerçant. D'accord. Et donc, il est subrogé dans ses droits. Donc, tout ce qu'il avait comme moyen d'action, de droit, de garantie sur ses clients, d'accord, il va pouvoir les récupérer. Le facteur va les récupérer pour pouvoir récupérer cette dette. Donc, c'est le cas typique, subrogation, c'est le cas typique avec l'affacturage. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine. Merci. Au revoir.